Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions. Au cours de la prochaine heure, nous allons vous présenter des reportages qui proviennent de partout au Québec grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine, à Montmagny, une mobilisation citoyenne pour obtenir un CHSLD promis par le gouvernement depuis 2021. À Thetford Mines, une entreprise de transformation des produits de l'érable se rend jusqu'à Hollywood à la soirée des Oscars. À Petite-Rivière-Saint-François, la tradition du temps des sucres est toujours bien vivante. À Neuville, les membres du Cercle symbolique discutent et dissertent autour de la symbolique du feu. À la pêche, la maison de la famille L'Étincelle offre une gamme complète de services pour les petits et les grands. À Montjoly, le Club Lion célèbre cette année 60 ans de soutien à la communauté. À Passepébiac, l'équipe des Jaunes d'œufs rencontre l'équipe des Moules dans un match d'improvisation endiablé. Dans les Chic-Chocs, une course de 240 km en traîneau à chien. Et pour commencer cette émission, rendons-nous à Vaudreuil-Dorion, où les bacs à déchets auront dorénavant une puce électronique qui permettra une collecte plus intelligente, facilitant ainsi une tarification incitative, nous apprend Félix Sabourin-Gonzalez de Cesure.tv. Depuis 2024, la Ville de Vaudreuil-Dorion travaille à mettre sur pied une collecte de déchets intelligente dans le but d'encourager la réduction des déchets chez ses citoyens. Pour ce faire, des puces sont installées sur les bacs permettant de comptabiliser chaque levée lors de la collecte. C'est sur la télé s'est entretenu avec le maire de Vaudreuil-Dorion afin d'en apprendre davantage sur ce projet. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment va fonctionner la nouvelle collecte des déchets dite incitative? Comment ça va fonctionner? Bien, très rapidement, si tu veux que ça prenne 30 secondes d'entrevue, il va y avoir le même nombre de collectes et il n'y aura pas de frais supplémentaires pour les citoyens. Présentement, c'est 26 collectes pour les rebuts et c'est 42 collectes pour le compost. Ça va fonctionner de la même manière. Puis, ce que nous, on veut envisager, ce qu'on envisage, puis on est après à regarder, c'est ça qu'on dit, là, c'est pas encore terminé, mais on est après à regarder le côté légal de remettre des sous aux citoyens sur leur compte de taxes. Le projet a déjà commencé, il n'est pas finalisé. En 2027, on va être capable de dire aux citoyens, admettons, toi, hey, tu as mis tes vidanges 23 fois, alors tu as eu comme une ristourne de tant d'argent. Fait que c'est ça qu'on va être capable de faire en 2027 pour arriver vraiment en 2028, que là, ça soit déjà réglé puis que ça soit sur le compte de taxes des citoyens. Pourquoi avoir décidé d'implémenter ce nouveau système-là? On a l'obligation avec la CMM, nous, en 2030, d'être rendu à 170 kg par habitant de vidange. On n'est pas là, on est à 224 kg. Si en 2030, on n'a pas réussi à se rendre à 170 kg par citoyen, on va avoir des frais de la CMM, on va avoir des frais, il va falloir qu'on paye. Fait que c'est pour ça qu'on est sûr, avec l'argent qu'on va remettre aux citoyens, les gens vont embarquer dans ça. Avec cette initiative, Vaudreuil-Dorion suit les traces de la municipalité de Sainte-Marthe qui, en 2018, a mis en place un projet similaire. Son directeur général, Michel Bertrand, explique comment cette démarche a vu le jour. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment la collecte fonctionne à Sainte-Marthe? Oui. Alors, c'est une tarification incitative qu'on a introduite. On l'a mis en place en 2018, mais c'est devenu comptabilisé, si on pourrait dire, à partir du 1er janvier 2019. Donc, ça fait déjà quelques années. Ça nous a amené justement à introduire ce nouveau mode-là. Puis, avec des puces RFID sur chacun des bacs, qui permet que quand il y a une collecte, une levée du bac, de pouvoir faire la comptabilité de ces levées-là. Ça a suscité beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt. Et à notre grande surprise, on a eu une adhésion fort positive de nos citoyens dès le début de cette implantation-là. On a opté pour une approche qui récompensait le citoyen qui a des bons comportements au niveau de la gestion de ses matières résiduelles. Donc, en favorisant certaines collectes puis en défavorisant d'autres,
Là, il y a un crédit qui était attribué. On avait fixé aussi une performance collective. Donc, si on atteignait un certain pourcentage d'enfouissement et moins, bien là, chacun avait... L'ensemble avait un montant aussi supplémentaire. Pendant l'introduction de ça, on va dire en 2019, jusqu'à l'an passé, on a réduit de 37 % notre volume à l'enfouissement, donc ce qui est quand même considérable. Pendant toutes ces années-là, bien, nos citoyens ont pris des bonnes habitudes et c'est pour ça que le tonnage d'année en année à l'enfouissement a été réduit. Pour l'instant, les déchets de Vaudreuil-Dorion sont envoyés au complexe EnviroConnexion, situé à Terrebonne, le seul lieu d'enfouissement technique de la communauté métropolitaine de Montréal. Pour le maire, la priorité des prochaines années est claire, réduire l'enfouissement des déchets. Notons que le site de Terrebonne devrait d'ailleurs atteindre sa pleine capacité dès 2027. Dans 5 ans, c'est quoi l'objectif de la Ville avec ce projet-là? L'objectif, là, c'est tout le temps l'environnement, moins d'enfouissement. C'est sûr, parce qu'on a le contrôle sur... Tu sais, quand tu fais un budget au niveau de la municipalité, tu as le contrôle sur beaucoup de choses. Mais concernant l'enfouissement, on n'a pas le contrôle sur ça. Puis on n'a pas le contrôle sur le prix de l'enfouissement. Ça va les encourager, puis ils vont être contents de participer à l'environnement, parce que tout le monde dans l'environnement aime ça. Mais là, il faut qu'ils s'impliquent. Il faut que tout le monde s'implique. Si tu n'impliques pas les gens, puis si tu charges à la collecte supplémentaire, comme certaines villes disaient le font, mais le monde ne sera plus porté à aller porter les choses à l'éco-centre. Fait que là, on va encore faire de l'enfouissement. Fait que c'est ça, il fallait trouver une solution, une manière de faire, une nouvelle manière de faire. C'est ça au niveau de l'environnement, le service d'environnement qu'ils ont trouvé. À Montmagny, à l'initiative de la mairesse Gabrielle Brisebois, les citoyens se mobilisent pour réclamer la construction d'un CHSLD qui a été officiellement annoncé en 2021, mais dont la construction n'a toujours pas commencé. Mario Lacombe, de CMA TV. Mardi midi, sous un beau soleil frais, se tenait un rassemblement sur la rue Saint-Joseph, en face du CLSC, en soutien pour la construction d'une maison des aînés à Montmagny. Madame Gabrielle Brisebois, mairesse de Montmagny. Donc, le but principal, c'est de mobiliser la population de la région de Montmagny à l'importance d'avoir un CHSLD, un foyer, une maison des aînés, appelons-la comme on veut, qui convienne aux besoins de notre population avec un nombre suffisant de places. En ce moment, la raison pour laquelle on mobilise les citoyens, c'est que les plans et devis sont finaux, sont prêts. On est prêt à construire. Depuis 2021, ce projet-là a été annoncé par le gouvernement du Québec. Le site est choisi, il appartient déjà au CIS, puis on veut que la construction commence parce que c'est pas normal qu'à Montmagny, les infrastructures qu'on offre à nos aînés soient de seconde qualité comparées à d'autres endroits du Québec. Donc, nos aînés aussi méritent d'avoir un lieu qui convient à leurs besoins puis qui est un véritable milieu de vie. Le site choisi où serait construite la nouvelle maison des aînés serait sur l'avenue Côté, dans l'est de la ville de Montmagny. À nouveau, Madame Brisebois. C'est sur l'avenue Côté, vis-à-vis le nouveau centre de vaccination, qui est aussi l'édifice André Wingen, qui appartient déjà au CIS, au gouvernement du Québec. Donc, c'est vraiment sur la rue, sur le terrain avant de l'avenue Côté. Les tests de sol ont déjà été faits et la grandeur là, convient pour débuter la construction. Finalement, j'ai demandé à la mairesse quelle sera la suite après cet événement de sensibilisation. Madame Brisebois. Bien, une fois qu'on aura récolté les appuis puis qu'on aura fait du bruit de manière positive, hein, une mobilisation, c'est quelque chose qui se veut positif, constructif. C'est un appel aux partenaires. Bien, moi, je ramasserai l'ensemble de ces signatures-là, cette carte de souhait. J'irai la déposer aux différents ministères pour leur montrer qu'à Montmagny, on trouve que c'est important puis qu'il faut continuer à faire avancer ce projet-là pour nos aînés. En terminant, ceux et celles qui n'ont pu se présenter, vous avez jusqu'au 27 mars dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville de Montmagny pour apposer votre signature démontrant votre appui à une maison des aînés à Montmagny. Mario Lacombe en face du CLC de Montmagny pour CMA TV Information. Depuis 10 ans, des produits d'érable confectionnés à Thetford Mines par l'entreprise Cumberland se retrouvent dans les sacs cadeaux distribués aux vedettes et personnalités assistant à Hollywood à la soirée des Oscars. Explication par Nelson Fecteau de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Une autre entreprise de chez nous a fait les manchettes, à savoir l'entreprise
produit d'érable Cumberland Incorporé de Thetford Mines. Cette dernière a participé pour une 10e année consécutive au sac cadeau Everyone Wins, remis au nommé des Oscars 2026. Incidemment, la soirée des Oscars avait lieu dimanche à Hollywood. Son coffret gourmand Box Office, composé de produits à l'érable du Québec, a été offert aux artistes et artisans du cinéma. Cette présence internationale met en valeur le savoir-faire québécois et la qualité des produits locaux. Chaque envoi vers Hollywood est une source de grande fierté pour l'entreprise, ont mentionné les copropriétaires Julie et Dominique Deblois, qui estiment que cette reconnaissance contribue au rayonnement du Québec. Les coffrets sont notamment assemblés par des jeunes en insertion professionnelle de l'école secondaire des Abénaquis de Saint-Prosper, ceci marquant l'engagement social de l'entreprise. L'industrie acéricole est florissante au Québec avec plus de 235 millions de dollars de revenus annuellement, mais c'est aussi, et c'est important, un vecteur de notre identité et de nos traditions. Félix Chouinard de TVCO s'est penché sur le sujet. Tu arrives, là, tu mets la canne là, parce qu'il ne faut pas soucier la canne pour rien. Puis quand tu arrives là, tu fais ça. Terminé. Un autre canne. Au Québec, on niaise pas avec le sirop. Annuellement, l'industrie acéricole déclare près de 235 millions de dollars en revenus. Elle engendre des retombées de près d'1 milliard de dollars sur le PIB national. C'est clairement une industrie à côté de laquelle on ne peut pas passer. Dans les dernières années, je vous parlerai environ d'une augmentation des ventes à l'international de 7 % par année, en moyenne. Ce qui est très élevé. Juste dans les 12 derniers mois, c'est une augmentation des exportations de 19 %. Malgré le contexte international incertain, on a réussi à tirer notre épingle du jeu. C'est une très bonne nouvelle. Mais là, maintenant, il faut pouvoir produire le sirop à la hauteur de la demande qu'on a à l'international. C'est le principal défi qu'on va avoir pour les prochaines années. Alors, on est à la fois une activité économique très performante pour les régions, mais également, je pense, un vecteur d'identité et de fierté québécoise. Mais au-delà d'une industrie florissante, le sirop d'érable, c'est une tradition qui va de sa fabrication à sa dégustation. Moi, j'avais des amis qui avaient commencé ici. Quand on avait acheté ça, on demeurait à Québec dans le temps. Et puis, des amis que j'avais ici, Noël Bouchard, lui avait commencé ça avec la cabane ici, tranquillement. Puis, un petit évaporateur à 22 par 5. Il a fait du compte, on trouvait que ça ne fonctionnait pas, ou a changé pour être 2 par 6. Puis, ça ne fonctionnait pas encore le tout. Là, on avait acheté celui-là des années. Ça fait qu'on va avoir une petite remise en bas avec un réservoir. Et puis notre pompe est installée ici en bas ici. Et puis on fait la succion de toutes les érables ici. On va presque jusqu'à la gare du train en bas ici. Le flanc ici, à peu près 250-300 érables qu'on peut avoir ici. Quand on repompe l'eau d'en bas, on appuie ici sur le jaune et puis l'eau remonte ici en haut. Ça pompe directement. Dans le réservoir en haut ici. Et ici, on a une flotte ici qui contrôle l'eau. D'habitude, oui, parce que là, on a terminé, on en met plus pour la fin pour que ça s'évapore plus lentement. Puis est-ce que vous sentez que vos fils, est-ce que c'est une relève? Est-ce qu'ils vont Stéphane, oui, je croirais que oui, Stéphane, oui. Ça l'intéresse de reprendre la oui, cabane, oui.
C'est quelque chose qui se passe beaucoup de génération en génération, les cabanes, j'ai l'impression. Puis là, on dirait qu'il y a un engouement qui se fait actuellement. Il était un bout de temps qu'il n'y avait presque plus de cabanes ici. Puis là, maintenant, il y a presque toutes les maisons, il y a de quoi. C'est évident, quand on remonte dans l'histoire, dans le passé, là, il y a plusieurs décennies, on pouvait retrouver dans plusieurs municipalités là, des cabanes à sucre qui pouvaient être évidemment en opération sur une base privée, dont on n'entendait pas beaucoup parler, mais certaines autres, oui, qui accueillaient des groupes et qui faisaient des événements au printemps, à la période des sucres, comme on dit. Ça me rappelle ma jeunesse quand j'étais étudiant au collège, le frère Ernest Veilleux, qui avait sa cabane à sucre et qui accueillait des groupes élèves à chaque printemps. Et tout le collège de l'époque, y passait à tour de rôle là, pour aller faire une dégustation de sirop d'érable ou de tire d'érable chez le frère Ernest. Ça, c'était vraiment un lieu, en tout cas pour moi, en ce qui me concerne, qui était le lieu de prédilection. Historiquement, Charlevoix, c'est une région, c'est pas une région qui est une grande productrice acéricole. On ne retrouve pas d'énormes peuplements d'érable à sucre ou érable rouge, les deux essences qui nous permettent de produire du sirop d'érable sur le territoire charlevoisien. Mais historiquement, il y a toujours eu la culture acéricole parce que les familles produisaient du sirop pour eux-mêmes, pour leurs propres besoins en matière de sucre aussi. C'est vraiment, ça fait partie de l'identité locale, puis je dirais particulièrement à Petite-Rivière-Saint-François, parce que c'est ici qu'on retrouve la plus grande concentration d'érable sucre dans toute la région de Charlevoix. Ça fait vraiment partie de l'identité locale, puis il y avait plusieurs familles qui avaient des cabanes à sucre qui recevaient des gens sur place. C'était vraiment aussi des petites cabanes à sucre très traditionnelles qui recevaient des gens sur place, un peu comme on reçoit des gens à la maison. Puis, bien, petit à petit, évidemment, avec l'évolution, bien, pour plusieurs raisons, là, la transformation économique du territoire, ces cabanes à sucre-là, il y en a qui ont fermé là, avec le temps. Là. Sur les 8400 entreprises acéricoles du Québec, on ne dénombre aujourd'hui que quelques 150 établissements qui opèrent comme restaurants. Une tendance à la baisse qui n'épargne pas Charlevoix. La région ne compte aujourd'hui qu'une seule cabane offrant le service de restauration. Ce qu'on appelle aujourd'hui les cabanes à sucre de type restaurant, là, dans le fond, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait. Je pense que ça s'insère aussi dans une transformation sociale. En général, à la base, les cabanes à sucre plus traditionnelles, quand on remonte dans les années 50, 60, 70, on parlait vraiment de petits établissements très enracinés dans leur territoire où les gens de proximité allaient profiter finalement de la saison des sucres là, annuellement, là, dans le fond. Puis petit à petit, mais dans le fond, ces établissements-là, il y a plein de raisons qui expliquent ça, là, mais c'est un peu comme on peut le voir dans d'autres secteurs de la vie économique, c'est-à-dire que de rentabiliser des petits établissements comme ça devenait de plus en plus complexe. Qu'est-ce qui explique vraiment le déclin? C'est une question plus large. Les normes qui ont augmenté avec le temps, ça devient quand même complexe. C'est pas évident non plus de rentabiliser de la restauration aujourd'hui en 2026, on va se le dire. Puis on reste avec des aliments quand même traditionnels. C'est un menu, mais les coûts d'opération ont explosé avec le temps. Fait que ça devient difficile d'offrir une offre aussi intéressante avec autant d'abordabilité qu'à l'époque. C'est pas possible. C'est un phénomène à peu près national, on pourrait dire, parce que ce n'est plus vraiment la fête du printemps officielle. Même si ça existe encore, ce n'est pas la fête officielle, à mon sens. Là. Depuis la fin des années 70, début 80, là, on sent nettement là, une diminution considérable du nombre de cabanes à sucre. Les cultures changent, la population change, nos pratiques, notre manière de vivre les saisons change, parce que notre société était une société plus traditionnelle dans les années 40, 50, 60, amenait à s'obliger, je dirais, de faire la récolte du sirop d'érable. Aujourd'hui,
Ça préoccupe pas grand monde que de dire « je n'ai pas mangé de sirop d'érable » ou de tir d'érable ce printemps. Personne s'en fait une rigueur personnelle. Est-ce qu'il y a une perte? Moi, c'est pas ce que je ressens ici. Puis, nous, c'est sûr qu'on est un projet relativement récent. C'est pas récent, la sériculture sur le territoire du domaine. On est venu, je pense, revitaliser ça. Mais je dirais que nous, ça fait à peine 10 ans, là, dans le fond, qu'on a repris les opérations. Fait que, au contraire, peut-être que c'est difficile de témoigner de la même façon qu'une cabane qui aurait 40, 50 ans d'existence. Mais pour nous, ce qu'on a vu, au contraire, c'est de l'engouement. C'est de l'intérêt très grand parce que, justement, c'était en train de disparaître sur le territoire. Est-ce que c'est devenu pour moi quelque chose qui est trop une attraction touristique? J'irais pas. Nous, ici même, 50 de notre clientèle est charlevoisienne, 50 de notre clientèle est touristique. Demain matin, je ne vais pas aller cracher sur le 50 de clientèle touristique qui vient ici. Là. Ça nous permet de faire vivre justement ça puis d'être en mesure de l'offrir. Après, c'est plus dans la façon dont on décide de le transmettre, la façon dont on décide de le mettre en valeur. À Neuville, il existe un cercle dont les membres, loin de la logique rationnelle, discutent de la symbolique des choses et Papa Moussa Camara, de CJSR, a assisté à une rencontre portant sur la symbolique du feu dans nos vies. Le vieux couvent de Neuville a accueilli samedi le cercle symbolique, une rencontre annuelle qui explore, à travers échanges et causeries, la dimension spirituelle et humaine des éléments naturels. Cette édition était consacrée au feu. La première chose qu'on peut dire, c'est que le feu a permis un des premiers actes sacrés pour l'être humain sur Terre, quand il s'est réuni pour manger. Et on est passé des aliments crus aux aliments cuits. Donc il y a une transformation qui est bon à la fois pour la santé. Et le repas a été quelque chose de sacré. Il l'est encore, mais on a perdu un petit peu cette notion dans nos civilisations modernes. Les participants ont exploré le feu dans toutes ses dimensions. Source de chaleur et de lumière, symbole spirituel, vecteur de transformation et lien social. L'atelier a aussi abordé le feu dans la mythologie grecque, avec Vulcain, dieu du feu et de la forge, symbole de puissance et de créativité. Et Vulcain, par exemple, qui est le dieu du feu, qui était forgeron, était... c'est un homme quand même. Hein? Et cette prise de pouvoir, parce qu'en bout de ligne, c'est un peu ça, c'est toutes ces articles. Et je trouve que c'est très patriarcal et qu'on assiste aujourd'hui à quelque chose aussi qui est comme ça. C'est le pouvoir. Le pouvoir à tout prix. Il y a le feu du haut, hein, la foudre, le feu du bas, on pourrait dire au centre de la Terre, il y a une boule de feu. Et puis le feu, c'est un élément aussi qui nous amène vers la spiritualité. La symbolique du feu, le feu est très présent dans nos vies. C'est l'énergie qui brûle en nous, qui nous permet d'être en vie. C'est aussi la chaleur humaine qu'on peut donner, qu'on peut recevoir dans nos relations avec les autres. C'est la chaleur du feu qui nous réchauffe. Quand on parle de symbolique, essentiellement, c'est de rassembler le visible et l'invisible. Non pas comme deux aspects de la vie qui sont séparés par un mur, mais comme deux aspects de la vie qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Il n'y a pas vraiment de frontière entre l'un et l'autre, mais il y a bien du visible et de l'invisible. Au-delà de la symbolique, ces cercles permettent de revenir à l'essentiel. Comprendre comment un élément aussi important que le feu continue d'influencer nos vies, notre société et nos croyances. Le feu, c'est le pouvoir,
c'est la puissance, c'est d'une certaine manière la technologie, pas d'une certaine manière, d'une manière certaine, la technologie. C'est ce qu'on vit aussi dans l'actualité, beaucoup. C'est par le feu qu'on peut imaginer ces guerres. Tu sais, c'est difficile d'imaginer une guerre, pas de feu. Le feu voulant dire, évidemment, c'est une énergie. Et c'est intéressant de voir que Vulcain, c'est un dieu, c'est le dieu du feu, c'est le dieu de la forge, c'est devenu aussi le dieu de l'industrialisation, puisque déjà, au temps des Romains et des Grecs, on disait qu'ils fabriquaient des automates. Or, aujourd'hui, si on pense à des automates qui sont terribles, qu'on fabrique en série, c'est les drones. Les drones sont capables de tuer beaucoup de gens et d'une certaine façon aveugles, et en même temps, c'est même piloté, dirigé par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire personne, ça fait trembler. Pour les organisateurs, il s'agit d'ouvrir un espace de dialogue et de réflexion, loin de la logique rationnelle du quotidien. Le cercle, c'est ce qui permet en fait le mieux de se respecter les uns les autres, d'écouter la parole de chacun, et puis de faire en sorte, oui, que la parole redevienne sacrée, dans le sens qu'elle a quelque chose à nous apporter. Au vieux couvent de Neuville, le cercle symbolique du feu rappelle que certains éléments intemporels continuent de nourrir notre imagination et notre humanité. Papa Moussa Kamara, depuis Neuville, pour CJSR. Dean Brisson de la télévision des Laurentides a visité la maison de la famille L'Étincelle à La Pêche, où depuis 2025, les services s'adressant à toute la famille sont offerts dans une maison fraîchement rénovée. Caroline Beausoleil, merci de nous recevoir à la maison de la famille L'Étincelle. Merci à vous pour la visite. Ça fait plaisir, vraiment. Caroline, je suis curieux de savoir comment tu t'es rendue ici. Est-ce que ça a commencé, ton goût de t'occuper des familles là, quand tu étais petite? Là, ou, c'est qui Caroline Beausoleil? Elle arrive d'où? Ben, en fait, j'arrive du Lac-des-Loups. Je suis originaire du Lac-des-Loups. J'ai grandi ici avec ma famille, avec un papa et une maman, une famille traditionnelle si on veut. Puis j'ai fait mon école un petit peu, je me suis promenée un peu. Sinon, j'ai fait mon secondaire à l'école des Lacs ici là, à Sainte-Cécile-de-Macham. Puis c'est ça, mon intérêt pour le communautaire, je dirais, s'est développé un peu plus tard. J'ai commencé à faire du bénévolat moi-même quand j'ai eu mes 3 enfants. J'étais à la maison avec mes 3 enfants, puis là, j'étais une maman à la maison, évidemment, un peu isolée à la pêche. J'ai cherché ce qui s'offrait pour les familles. Je suis tombée là, sur Bogli, qui était une animatrice, coordonnatrice de la maison de la famille. Puis j'ai découvert les activités au travers d'elle. Je me suis impliquée ensuite de ça sur le conseil d'administration. J'ai été sur le conseil d'administration pendant quelques années. Puis ensuite, on a eu là, un départ du directeur général qui était là. Puis j'ai décidé de démissionner du conseil d'administration pour poser ma candidature là, à titre de directrice pour la maison de la famille. Après le processus d'entrevue, j'ai été sélectionnée. Puis ça fait bientôt 2 ans là, que je vais être en poste comme directrice générale de la maison de la famille. Félicitations. Merci. Puis c'était un des mandats qui m'avait été confié là, quand je suis entrée en poste de relocaliser l'organisme. Ouais. C'était ça. Fait que c'est pour ça qu'on a procédé avec un achat puis qu'on s'est installé ici. Mais là, qui dit achat dit financement. Comment vous avez financé comment la maison de L'Étincelle? Nous, on a un financement, en fait, à la mission avec le ministère de la Famille. OK. Puis dans le temps de la COVID, il y a eu là, c'était pas moi qui étais à la direction à ce moment-là, mais il y a eu des surplus qu'on pouvait affecter à une relocalisation à ce moment-là. OK. Fait qu'on a pu prendre les fonds qui avaient été serrés pour ça. Puis on a pu acheter la maison. On n'a pas de financement sur la maison. Là. On l'a payé au complet, donc on n'a pas d'hypothèque. Puis ça a été racheté d'un autre organisme communautaire, en fait, là, parce que la bâtisse en tant que telle, comme vous avez peut-être pu voir, là, il y a la bibliothèque qui est juste à côté. De ce côté-ci, avant, c'était l'Âge d'or. Ça appartenait à Loisirs Lac-des-Loups.
qui est un organisme du Lac-des-Loups, qui a 2 bâtisses, puis qu'il ne pouvait pas s'occuper des 2 bâtisses. On a voulu, là, c'est ça, se débarrasser de celle-ci à Loisirs Lac-des-Loups. Puis la Maison de la famille a racheté le bâtiment. Puis on a fait là, des travaux pour accueillir nos familles, évidemment, pour s'assurer que que ça réponde aux besoins des familles. Puis on est ici, c'est ça, depuis octobre 2025. OK, c'est quand même tout frais, là. C'est très récent. Et là, bon, on est ouvert aux familles, évidemment. Oui. C'est quoi les services qu'on offre aux familles? On a vraiment une multitude de services, puis on a la famille au sens large, dans le sens comme la municipalité. Fait qu'on s'occupe du tout petit à la maman enceinte jusqu'aux grands-parents, si on veut. Fait qu'on couvre vraiment là, toutes les clientèles. Pour ce qui est des familles ou des jeunes familles ou des jeunes mamans, il y a des groupes de jeux, si on veut, parents-enfants. Fait que ça peut être autant le papa que la maman, mais c'est des groupes de jeux à tous les lundis, puis on les fait à Macham parce que c'est plus central dans le territoire. On a les groupes de mamans aussi, le 0-9 mois en après-midi. Ça, c'est souvent les mamans parce que c'est elles qui sont souvent en congé de maternité après l'accouchement. Puis, on a accès aussi là, à des psychoéducatrices, des nutritionnistes qui viennent donner des conseils aux mamans, qui peuvent répondre à leurs questions. Ça, c'est à tous les semaines. Sinon, on a aussi des animations qu'on va faire dans l'école. Dans les écoles, il y a l'école au cœur des collines ici qui est séparée en 2 bâtiments. Fait qu'on va faire des animations avec les tout-petits, le préscolaire, des chansons, des animations. On va développer là, des trucs avec eux, le langage surtout. Puis ensuite de ça, on fait des ateliers culinaires avec tous les élèves là, de première à 6e année directement à l'école, en partenariat avec l'école. Fait que ça l'ouvre les horizons là, à certains enfants qui n'ont peut-être pas nécessairement la chance de tout découvrir à la maison. Ça donne des saines habitudes de vie. On leur apprend comment cuisiner, comment se laver les mains avant de cuisiner, la bonne hygiène et tout ça. Puis sinon, on fait des soirées conférences, on a des soirées création pour les grands, on fait on appelle ça les familles en action. Fait qu'on va dans un gymnase ou on va à l'extérieur, puis on bouge en famille dehors. On a un camp de jour à l'été. Wow! On a une grande, puis on a aussi une popote roulante pour les aînés de la MRC des Collines, où on va une fois par semaine, on a un livreur bénévole une fois par semaine qui va apporter des repas à des aînés de la région qui ont besoin de ce service-là pour pouvoir rester à la maison. Parce que là, il y a la MRC de la Colline, il y a la MRC, on n'est pas dans... On est dans la municipalité de La Pêche. La Pêche, mais là, pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est où La Pêche, c'est pas une expression, là. C'est vraiment le nom de la ville, mais qui est le lac aux loups, tu disais? La municipalité, c'est La Pêche. Puis ensuite de ça, dans La Pêche, il y a plein de petits villages, si on veut. Fait que Macham, qui est le village central, Sainte-Cécile de Macham. Ensuite de ça, il y a des petits villages comme le Lac-des-Loups, où on est en ce moment, Rupert, par exemple, puis d'autres plein de petits villages là, autour comme ça, puis ils sont tous dans la municipalité de La Pêche. Puis ensuite de ça, la municipalité de La Pêche, elle, est dans la MRC des Collines. Des Collines, OK. Fait que là, c'est ça, c'est un autre découpage. Puis nous, dans le fond, on a la mission de la Maison de la Famille, si, par exemple, avec le financement du ministère de la Famille, c'est pour couvrir la région de La Pêche. Toutes ces petites municipalités. Tous ces petits villages dans la municipalité de La Pêche. Puis ensuite de ça, pour ce qui est de la popote roulante, là, on a vraiment une entente spécifique avec le CIS qui, eux, fonctionnent en découpage de MRC. OK. Avec cette entente-là, on couvre la MRC au complet. Puis la MRC des Collines, c'est La Pêche, mais c'est Chelsea aussi, Val-des-Monts, puis Kentley. À Montjoly, depuis 60 ans, le Club Lion a distribué plus d'1 million de dollars dans la communauté et Marc Després de la télévision de la Métis en parle avec Roméo Boudreau, le président du Club Lion de Montjoly. Eh bien, Roméo Boudreau, pour le Club Lion de Montjoly, là, c'est une année importante, là. Oui, c'est notre 60e année d'existence à Montjoly. Le club a été fondé l'année 1965-66. Je dis les 2 ans parce que notre année de fonction est toujours échelonnée sur la fin d'une année puis le début de l'autre. Ça fait 60 ans cette année. Donc, le temps passe vite. Oui, ça passe vite. Puis le club va bien. Et
Quelles sont les œuvres, justement, que le Club Lion se trouve à supporter? Les Lions, ils supportent quand même plusieurs causes. Parmi ces causes-là, une des causes premières, c'est la vue. La vue, on aide les gens à avoir des lunettes, ceux qui sont plus dans le besoin. Il y a la malnutrition. Ce volet-là, on couvre beaucoup. On a des événements avec Moisson Métis. On leur donne des dons plusieurs fois par année. Puis à tous les mois, c'est le groupe Lion qui va préparer les sacs pour distribuer à tous les mois, là. Donc, on donne un petit coup de main là, pour Moisson à ce moment-là. Oui, petit coup de main pour Moisson. Ça, c'est la partie Moisson. Puis cancer infantile, on a donné des dons là-dedans aussi. L'environnement. Il y a les catastrophes. Comme cette année, il y a eu une catastrophe chez Bradken, dont 3 travailleurs ont été blessés suite à un accident de travail. On a fait un don, puis après ça, on a participé à un souper qui ont organisé pour ramasser des fonds. On était 24 de notre groupe qui ont assisté au souper là, pour donner une chance en plus, là. Et aussi, bon, quelles sont les qualités que ça prend là, pour être membre du Club Lion? Pour être membre du Club Lion, en partant, il faut avoir le goût de donner. Ça, c'est une des premières qualités. Le don de soi, ça, c'est ça. La gentillesse, être prêt à donner aux autres, faire du bénévolat. Puis, en gros, là, c'est pas mal ça, là. Et justement, si on veut faire du bénévolat, ben il y a plusieurs activités en cours d'année, puis il y en a une qui s'en vient au mois d'avril, là, qui est très attendue. Oui, au mois d'avril, c'est notre activité phare pour le Club Lion pour ramasser des dons. C'est la grande bouffe, qui consiste à un souper de crabe suivi d'une soirée dansante. Ça va avoir lieu le 25 avril, c'est au coût de 75 $. Le même prix que l'an passé. On se rend compte qu'autour de nous, la plupart des gens ont monté leur prix, mais nous autres, on voulait donner une chance là, dans des temps difficiles. Fait qu'on a gardé le même prix. Puis en même temps, on va ramasser des dons pareils pour les gens. Un peu moins, mais nous autres, on donne ce qu'on ramasse. Hein. Donc, plus il y a de gens qui participent, ben, plus on risque de donner pour d'autres personnes par la suite. Là. Oui, absolument. Puis tout de suite après, ça, c'est le 25. Le 30 et le 1er mai, ce qu'on appelle la canne blanche, là, on s'installe dans une épicerie. On l'a fait dernièrement chez IGA. Puis le 30 et le 1er mai, on va le faire chez Super C. C'est qu'on s'installe là, puis on ramasse des dons pour nos œuvres. Donc, les gens donnent le don qui leur tend sur la main à ce moment-là. Oui, absolument. Puis moins de petits dons, des petits dons, ça fait des gros dons en bout de ligne, là. Et aussi, ben, dans le temps des fêtes, il ne faut pas oublier, il y a les cannes de bonbons qui sont toujours très populaires. Là. Oui, c'est ça. Puis le temps des fêtes, ça fait quelques années qu'on participe à la parade de Noël de la ville, qu'on fait un char allégorique. Puis on distribue des bonbons aux enfants. Puis aussi, au temps des fêtes, il y a une grosse corvée Moisson Métis encore pour les paniers de Noël. Après de la préparation de tout ça, puis la distribution. Et combien d'argent on peut donner dans une année au niveau du Club Lion? Dans une année, je pourrais faire un chiffre approximatif, c'est à peu près 17 000 $. Ça veut dire que ça fait 60 ans, on a dépassé un peu le million qu'on a distribué dans notre communauté. Donc, tranquillement, à tous les ans, donc ça devient quand même un montant très important. Là. Oui, c'est ça. Ça aide, hein, pour une petite communauté comme ici, là. 1 million, puis sans compter les autres organismes, c'est un bon coup de main. Là. Et qui pouvez-vous aider dans une année à ce moment-là? Bien, on en fait comme exemple pour la jeunesse. Ce qu'on fait souvent, c'est à travers des écoles. Pour ce qui est de le sport, l'art, le loisir, les aides, comme exemple, cette année, plusieurs écoles de la région. Là. On peut parler de Montjoly, Saint-Angèle, Saint-Octave. Ça, on a donné des dons pour leur organisation pour la fête de Noël, des choses comme ça. Là. Ça, c'est pour les jeunes. Puis on en donne pour, comme je disais, pour la vue, pour les lunettes. On a donné pour le cancer infantile. Puis plusieurs autres, là, je ne les nommerai pas toutes. La liste, elle serait longue. Oui, c'est ça. Et combien de clubs Lion, justement? Combien il y a de membres présentement? Présentement, là, il y a 1 400 000 lions à travers le monde. Okay. Si on parle du Lion international. Là, le Lion international a lancé une campagne qui appelle 1.5. C'est une campagne de recrutement. Il aimerait atteindre 1 500 000 d'ici quelques années. Fait que le recrutement est important pour nous. Plus on est de gens, plus on va pouvoir aider.
Fait que on parle d'1 400 000, 49 000 clubs à travers le monde dans 200 pays et territoires. Et ici, dans Montjoly, vous êtes combien, à ce moment-là? Ici, à Montjoly, on est 26 membres. OK. On a 11 femmes et 15 hommes. Puis dans la dernière année, on a recruté 6 membres. Ça nous fait une augmentation de 30 juste cette année. Oh, quand même, c'est quand même notoire parce qu'on sait qu'il y a bien des clubs qui aimeraient ça, avoir de tels chiffres. Oui, on peut dire que c'est relancé. Là. Et à ce moment-là, donc, comment on fait pour devenir lion si jamais ça nous intéresse? Bien, la façon de faire, c'est de contacter un lion. Okay. Et souvent, c'est de bouche à oreille, là, des gens qui sont intéressés. On se côtoie, on côtoie tous ces gens-là toutes les fois qu'on fait des levées de fonds. Fait que vous avez juste à signifier votre intérêt, puis des gens vont vous accueillir. Là. Et bon, étant donné que c'est le 60e anniversaire, est-ce qu'on va avoir des activités particulières en cours d'année? Ou... Non, pas vraiment. Cette année, on aurait pu faire une grosse fête et inviter plein de gens. Bien, on veut se consacrer à nos œuvres. Okay. Avoir fait une grande fête puis débourser des fonds, là, c'est des fonds qu'on n'aurait pas eu pour donner à nos œuvres. Fait qu'on a priorisé nos œuvres. Et ça demande quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de gens là, pour organiser tout ça. Absolument. C'est certain qu'on le souligne de cette façon-ci, là, avec vous. Là. Et à ce moment-là, ben, c'est ça, si on pense aller chercher 100 000 personnes de plus à travers le monde, d'en avoir quelques-uns de plus à Montjoly, on dirait pas non? Non, on dirait pas non, c'est certain. Puis le lion qui fait du bénévolat, c'est un plus, mais le lion qui a son bagage à lui, qui peut nous apporter dans différentes sphères, c'est un gros plus aussi. Là. Et à ce moment-là, bon, est-ce qu'il faut consacrer beaucoup de temps dans une année pour devenir lion à ce moment-là? Nous, les lions, on a une réunion par mois et un souper par mois, plus des activités de financement. Puis on a aussi des activités de renforcement de groupe. C'est comme dans quelques semaines, on va aller un groupe qui va aller à la cabane à sucre. Okay. Fait que ça fait une petite réunion ensemble qui fait que le groupe se renforce. Mais des activités, il n'y a rien d'obligatoire. On donne le temps qu'on peut donner, puis tout le monde va être content. Donc, on s'adapte finalement autant que les gens ont à consacrer aux activités. Absolument. Et il y a sûrement une page Facebook, justement, si les gens veulent vous suivre un peu ou sont un petit peu tétillés. Donc, Oui, absolument. On a une page Facebook, c'est Club Lion de Montjoly, district U3. Tout simplement. Tout simplement. Ben, on va vous souhaiter justement que des gens s'intéressent à toutes vos causes et s'ils ont quelques heures à consacrer, ben, ils sont les bienvenus. Parfait, merci beaucoup. Merci. Simon Thériault de Télévague a assisté à Passepébiac, à une soirée d'improvisation où l'équipe des Jaunes d'œufs rivalisait avec l'équipe des Moules dans un match endiablé disputé devant une foule enthousiaste. Les spectateurs qui se sont déplacés samedi dernier au foyer du Centre culturel de Passepébiac ont eu droit à une superbe soirée d'impro. Pour ce match spécial, l'équipe des Jaunes d'œufs, composée de Lisanne Leblanc, Myriam Bourque, René Thibault, Alice Beaulieu et Kaël Chaput, affrontait l'équipe de la Moule, composée de Ghislain Gagnon. Je me suis entretenu avec Lisanne Leblanc, capitaine des Jaunes d'œufs, afin de connaître la sensation d'improviser aux côtés d'un joueur de la trempe de Ghislain. C'est toujours du bonbon, là. C'est quelqu'un qui est super généreux dans son jeu, puis c'est un apprentissage. C'est un coach incroyable, tant à l'extérieur de la glace que sur la glace. Fait que c'est tout le temps super le fun. Ça fait-tu longtemps que vous improvisez ensemble? Ça va faire 2 ans quasiment, 1 an et demi, 2 ans, ouais, à peu près. Que je connais Ghislain, mais l'impro, c'est 1 an et demi à peu près. 1 an et demi. Vous êtes tu sais, c'est comme on dit l'impro, c'est 2 équipes qui s'affrontent, mais vous êtes une famille, vous êtes des amis. Ça paraît, toutes les impros qu'on a vues, là, c'était pas préparé, mais vous êtes tellement spontané qu'au direct, ça fait 1 semaine que vous avez préparé ça. C'est incroyable. Ah ben, écoute, merci, là, je devrais pas dire ça parce que je vais révéler un secret de polichinelle, là. Mais en fait, on est là pour donner un show, on est là pour que les gens aient du plaisir, qu'ils rient. Fait que, oui, il y a une rivalité, mais c'est principalement de
la mise en scène. Ouais. Je suis persuadé que les gens ont vraiment passé une bonne soirée. Puis qu'est-ce que tu pensais de la foule comme telle? Écoute, on a vraiment eu du plaisir. C'était tough crowd au début, mais je pense que, tu sais, ça s'est réchauffé avec à mesure que les impros commençaient. Mais tu sais, c'est la première fois aussi là, qu'on vient jouer ici. Fait que le temps, nous, mettons à Carleton, on a un public qui nous connaît, qui est mais je pense qu'ils ont apprécié. Du moins, c'est ça qu'on a conclu. Puis je pense qu'on va revenir. Oui, ça serait vraiment une bonne nouvelle si vous en revenez. Puis je suis persuadé, je peux te dire que les gens ils ont vraiment apprécié leur soirée. Ouais, je suis vraiment. Ben, c'est ça, hein, on vient pour ça, pour avoir cette énergie-là. Puis on a eu une belle énergie tout au long du match. Je suis bien contente. Ghislain, j'ai pas le choix de te le demander. Qu'est-ce que tu as pensé de ta soirée? Alors, moi, j'ai eu du fun, là, c'était le but. Là. On essaie de faire, avec les ateliers qu'on donne, avec le monde, c'est de se pratiquer puis de faire différents styles de show. Fait que là, moi, c'est tout le temps un défi de jouer avec beaucoup de monde ou contre beaucoup de monde. Là. Fait que super soirée, ça a super bien répondu. Une belle foule. Pour un vendredi qui fait -20, là, c'est le fun. Il y avait du monde. C'est un peu ta foule locale aussi, veux pas, là? Ouais, ben, j'ai senti, là. J'ai vu beaucoup de monde que je connaissais, puis c'est vraiment trippant. Puis de tous les âges, c'est ça qui est magnifique. T'as autant des enfants, des ados que des personnes plus âgées. Puis ça, ben, c'est ça qui est le fun avec le théâtre et avec l'impro, c'est que c'est multigénérationnel. Fait que c'était retour à la maison. Là. Qu'est-ce que tu as pensé de tes partenaires de jeu? Ah, moi, je les adore. Là, c'est pour ça que je le fais. Là. Jouer avec Kael, René, Lisanne, Alice, puis là, je n'oublie une, mais en tout cas... c'est toujours le fun, puis il s'améliore de fois en fois, puis il aime ça, puis ça paraît. Donc moi, quand il y a des gens passionnés comme ça, ben ça me donne le goût aussi d'en refaire, puis de partager avec eux autres là, la scène, puis des trucs aussi. C'est un peu ça, parce que tu aimes vraiment ça, puis tu vois que t'emportes des gens avec toi dans ton trip. L'important, c'est que l'impro survive, tu sais, qu'il y en a tout le temps, des plus jeunes qui voient ça, puis qui plus tard, ils veulent en faire, tu sais, puis on donne des ateliers aussi à moi, j'en fais avec des enfants. C'est toujours le fun qui ont le goût d'en faire, ils en font à l'école parce que veut pas l'impro, c'est très québécois, c'est en dedans de nous. Non, on le fait pour ça. Je pense, moi, je le fais pour ça, pour que ça reste vivant. Quand je serai tanné, j'arrêterai. Mais pour l'instant, j'ai repogné un goût. Là. C'est un peu comme donner aux autres aussi, parce que quand on regarde un jeune comme Kael, on peut l'appeler la relève, là, il est quand même assez incroyable. T'en penses quoi de Kael? Ah, mais Kael, je veux dire, c'est à cause de lui que je suis là. Tout simplement. C'est lui qui m'a demandé de rejouer avec lui. Fait qu'on a fait le tournoi à Carleton à la mi-février qu'on a remporté. Kael, il en mange l'impro, il aime ça, il est bon. Puis tu vois qu'il commence à avoir de la maturité. Fait que c'est vraiment le fun de le voir évoluer. Je pense qu'à surveiller, vraiment, ce gars-là va faire un méchant bon joueur d'impro. Première étoile du match, Kael, félicitations. Qu'est-ce que tu as pensé de ta soirée? Je me suis super bien amusé. J'ai eu du fun. Le public était là aussi pour participer parce que, évidemment, le public fait partie du spectacle. Sans eux, notre improvisation ne sert un peu à rien. Fait que je suis content qu'ils aient réussi à mettre une belle ambiance. Merci à eux. Pareil pour les Kiokipi puis pour Ghislain. Bravo à lui. Faire tout ça tout seul, ça reste une grande compétence. J'ai eu bien du fun. On s'est amusé. Puis à refaire, évidemment. Puis en parlant de Ghislain, je viens d'avoir une petite jasette avec lui, puis il me disait justement que c'est toi qui l'avais comme sorti un peu de sa pré-retraite, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Ghislain, c'est un grand improvisateur, puis je le savais. J'ai déjà vu jouer, puis j'ai admiré même. Je voulais donc m'essayer de jouer avec lui. Donc, sur un coup de tête, je lui ai proposé qu'on fasse un tournoi ensemble. Le tournoi s'est super bien passé, on a eu bien du fun, puis depuis, on fait juste des games, puis on se croise par-ci par-là, puis je suis bien content qu'il soit revenu dans ce milieu-là, parce qu'honnêtement, il y a du talent, puis je suis content d'en faire partie avec lui. T'sais, que ça soit lui, puis que je m'amuse avec lui, puis qu'il puisse m'aider, puis m'apprendre sur des connaissances que j'avais pas encore atteintes. Fait que c'est comme un peu mon mentor, entre guillemets, en même temps que mon ami, puis mon joueur préféré. T'sais. C'est très bien dit, puis en tout cas, toi, t'as pas à t'inquiéter. Ça fait quand même quelques fois que je viens de voir jouer, puis je peux te dire que t'as un bel avenir devant toi. Très gentil, merci beaucoup.
c'est très gentil. C'est mon but. C'est mon but de performer dans cette compétence, on peut dire ça de même, dans cette carrière. Être acteur, comédien, devant scène, c'est là que je me sens bien. Fait que c'est ça que je veux faire. Ouais. Merci, Pascal Biac. C'est le fun. Carl Blanchette de la télévision de la Métisse rencontre Maxime Fournier, un pilote de traîneau à chien, un musher, qui vient de participer à la course Chic Choc 150 000, la plus longue course à chien au Québec. Faire 240 km en traîneau à chien, ça demande vraiment une préparation incroyable, autant pour le mancheur que pour ses chiens. Donc, la fin de semaine dernière, Maxime Fournier de la pourvoirie Fournier a relevé ce défi en participant à la Chic Choc 150 000, la plus longue course du genre au Québec. Donc, on revient sur cette expérience avec lui. Bonjour, Maxime. Bonjour, Carl. Une course de 150 000 comme ça, donc 240 km, là, pour ceux qui sont plus à l'aise avec les kilomètres. C'est-tu une de tes plus grandes courses à traîneau à chien? Oui, c'est la plus longue que j'ai faite. Là. J'avais fait 2 courses de 100 000 avant ça, mais 150 000, c'était une première fois. Fait qu'il y a une étape de plus, parce que dans les courses de chien, habituellement, c'est des étapes à plus ou moins de 50 000 quand c'est des courses plus longues. Là. OK. Là, qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer dans un défi comme ça, d'une aussi longue course que ça? Bien, moi, ça fait très longtemps que j'ai des chiens de traîneau. Là. Ça fait comme 25 ans peut-être ou proche, là. Puis j'ai toujours aimé les lignées de chiens de distance. Puis mon but, ça a toujours été d'être compétitif dans les plus longues courses qu'il y avait que je pouvais faire autour d'ici. Fait que il y a la Chic Choc depuis 5 ans, là, qui est une des plus longues. C'est la plus longue au Québec. Puis les autres courses, sinon, il faut aller aux États-Unis, là, dans le nord du Maine, là, pour aller faire d'autres courses aussi longues ou plus longues. Parce que tu vas dans le Maine faire des courses aussi, je me trompe pas. Oui, ça fait 2 ans d'affilée là, que je vais à Fort Kent au Maine là, pour la plus grosse course dans l'est de l'Amérique du Nord, en fait, la Can-Am Crown. Là. OK. Une très belle course aussi. Comment on se prépare physiquement là, pour passer plus de 20 heures donc, sur un traîneau à chien comme ça? Là? Bien, c'est à force d'en faire, là, je dirais, là, parce qu'au début de la saison, on commence, autant des chiens que l'humain, à s'entraîner des courtes distances. Puis de plus en plus, on augmente. Puis plus qu'on va en faire, plus qu'on va se rendre compte que les petites distances deviennent de plus en plus faciles à faire. Là. Ouais. Comme quelqu'un qui est habitué de faire 50 km, ben, quand il va faire 30 km, il ne verra pas le temps passer. Là, ça va passer tout seul. Ben, c'est la même chose. Si tu fais une course de 100 000, faire un 40 000, ça passe vite. Là. Ouais. Quand on fait des aussi longues courses que ça, c'est quoi qui est le plus exigeant? C'est-tu le physique ou c'est le mental? Ah, c'est les deux. Oui, parce que c'est sûr que moi, j'ai pas autant d'entraînement que certaines autres équipes. J'ai beaucoup de choses à faire avec la pourvoirie puis les enfants puis tout ça. Fait que ça me permet de... Je mets pas toute mon énergie là-dessus. Je n'en mets beaucoup, pareil. Mais mes chiens étaient peut-être pas aussi entraînés que certaines autres équipes qui sont arrivées devant moi. Puis, sauf que pour réussir à finir la course, ben, il fallait que moi aussi, j'aide les chiens vers la fin beaucoup plus que certains autres compétiteurs. Okay. Fait que c'est pour ça que les 2 premières étapes, je me suis quand même assez ménagé parce que je m'attendais que la 3e était pour être difficile. Puis j'ai eu raison. Fait que j'ai couru pas mal en arrière de mon traîneau la dernière étape. Là. OK. Est-ce que tu as des trucs, des routines que tu fais pendant la course pour rester vraiment focus là, pour pas perdre le focus là, pendant la course? Là? Bien, je dirais que j'ai quand même une bonne concentration. Je suis tout le temps attentif à regarder en avant ce qui se passe pour tout voir. Il faut voir ce qui s'en vient aussi, parce que des fois, il y a des virages où la signalisation n'est pas évidente à voir. Fait qu'il faut tout le temps... Puis là, en regardant plus loin, on voit toute l'équipe de chiens aussi qui est devant nous pour remarquer s'il y en a qui commencent à tirer de la patte ou à boiter ou... ou ça. Ouais. Fait que, mais c'est ça, c'est tout le temps d'être focus, je dirais, quasiment d'un bout à l'autre de la course. Là. Faut pas tomber dans l'ennui puis de manquer une fourche à quelque part ou quoi que ce soit. Il faut vraiment être tout le temps concentré d'un bout à l'autre. Là. Okay. Ça prend quoi comme équipement pour faire une course comme ça? J'imagine que c'est pas la même chose que de faire un exemple 60 km, là, donc ça doit demander beaucoup d'équipement quand même. Bien, ça n'en demande pas nécessairement beaucoup, mais il y a un matériel obligatoire qu'on n'a pas le choix d'avoir pour à peu près toutes les courses de mi-distance comme celle-là, c'est-à-dire une hache, des raquettes,
un sac de couchage. Puis c'est du matériel qui sert quasiment plus à mettre du poids dans ton traîneau pour rendre la course un petit peu plus difficile que dire que ça va vraiment te servir en cours de route parce que tu veux un sleeping bag, des raquettes. Je m'en ai jamais servi en situation de course. Ouais. Mais c'est ça. Mais à part ça, on peut amener... on a toujours besoin aussi de lampes frontales pour la nuit parce que là, sur ces grandes courses-là, on fait du traîneau pratiquement autant la nuit que le jour. Oui, c'est ça. Puis sinon... c'est ça. On met des colliers lumineux aussi aux chiens la nuit. Okay. Fait que pendant le jour, on peut mettre tous nos colliers dans le sac, puis on sort ça pour la nuit. Puis, fait que ça donne environ 35 à 40 livres de bagages, plus évidemment un traîneau qui est conforme pour les courses avec tout l'équipement qu'il y a dessus. Et puis des harnais avec des bandes réfléchissantes aussi pour les chiens pour la nuit. Là. OK. Fait que j'imagine qu'il y a quand même une certaine gestion du poids pour pas... Donc, il y a un poids minimal à respecter, ou dans le fond, ce que je peux comprendre? Il n'y a pas de poids minimal. Bien, c'est sûr qu'on essaie toujours de choisir l'équipement le plus léger. Comme le sleeping bag, là, j'ai magasiné pour avoir lui qui rentrait dans les critères, mais qui était le plus léger possible. Fait que, c'est ça. Moi, surtout, c'est que je suis un peu plus lourd en moyenne que les autres mocheurs aussi. Fait que j'essaie de compenser en ayant du matériel plus léger un peu. Là. On essaie de couper chaque livre qu'on peut, tant qu'on peut, parce que c'est sûr que plus qu'on va être léger, plus que les chiens vont avoir de la facilité à nous tirer. Là. Est-ce que tu as déjà des objectifs pour l'an prochain? As-tu d'autres courses que tu veux participer? Tu veux-tu refaire la 150 000? Oui, bien là, ils sont pas sûrs, eux autres mêmes, si ça reviendra pas une 200 000 comme ça a déjà été avant. Si ça devient une 200 000, je sais pas si je vais essayer ça ou si ils ont aussi une course de 100 000. Fait que 100 000, j'aime bien ça comme distance. Là. Puis, on va voir. Il y a la 250 000 à Fort Ken qui, ça fait longtemps que j'y pense. Ça sera peut-être pas l'an prochain, mais c'est sûr qu'un jour, je veux l'essayer. Là. OK. J'imagine que celle-là, c'est plus de camping un petit peu. oui, c'est ça. Puis les temps d'arrêt sont plus longs aussi entre chaque étape. Fait que ça aide les chiens à se reposer plus un peu. Là, mais c'est chaque fois qu'on rajoute une étape puis un point d'arrêt, c'est une gestion supplémentaire. Puis souvent, c'est que c'est plus tard que ça vient te rattraper. Là, tes erreurs que tu fais sur une étape, des fois, c'est 2 étapes plus tard qui vont finir par impacter ton équipe. Là. Fait que c'est de la gestion sur le long terme. Oui. Écoute, Maxime, en terminant, j'aimerais ça que tu nous dises si on veut te suivre tes péripéties de course ou si on veut sinon aller faire des activités à Pourvoirie-Fournier, on contacte comment, on te suit où, qu'est-ce qu'on fait? Oui, le meilleur moyen pour voir nos forfaits de traîneau à chien, c'est d'aller sur notre site web au fournierpleinair.com. Et puis aussi, il y a la page Facebook là, qu'on met pas mal de stock là-dessus. Là. Dernièrement, j'ai été un petit peu moins actif, là, mais sinon, c'est le média social qu'on utilise le plus. Là. Bon, c'est super. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Merci. Voilà, c'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.